Salut ma belle brochette de BG Ténébreux. Donc aujourd'hui, dans la joie et la bonne humeur, on va parler de séquestration. Je voulais garder pour la fin, c'est la troisième vidéo de la trilogie Suède, parce que c'est à mon avis l'affaire la plus intéressante, même si ça sera la plus courte. C'est plus intéressant que le classique disparition slash meurtre, je trouve. C'est toujours les affaires qui me marquent le plus depuis que je regarde ou slash raconte des faits divers, avec la relation qu'il peut y avoir entre le criminel et le captif et tout, ça me matrix. Aujourd'hui, je vais du coup vous raconter l'histoire de true crime ultime de la Suède, celle de Isabelle Eriksson. En résumé, elle va être capturée par un expert qui a parfaitement prévu son coup, Martin Trenborg, surnommé par la presse le médecin du bunker. Ouais, ça sonne moins bien en français. Elle sera séquestrée pendant 6 jours par un malade dans un véritable bunker sécurisé à l'extérieur de sa maison, dont il est absolument impossible de s'échapper. Et ça aurait pu durer des années comme ça, mais l'affaire va se résoudre beaucoup plus rapidement que prévu, parce que malgré tout, elle va être retrouvée quelques jours plus tard, juste après sa disparition, dans des circonstances très déroutantes. Le 12 septembre 2015, deux personnes se présentent au poste de police de la Norrmalm, près de Stockholm, en Suède. Il s'agit d'une jeune femme, Isabelle Eriksson, accompagnée d'un certain Martin Trenborg. Et ce jour-là, malgré qu'ils sentent que quelque chose ne va pas, aucun des policiers de l'accueil ne se doute qu'ils sont au début d'une affaire horrible qui va marquer l'histoire criminelle de la Suède. Un peu quand même, car même s'ils l'ont peut-être pas reconnu, Isabelle a disparu quelques jours avant. Dans les histoires de true crime, quand quelqu'un disparaît, c'est qu'il lui arrivait des trucs horribles, mais dans la vraie vie, il faut savoir que ça peut juste être un malentendu. Donc, malgré que ses proches aient signalé sa disparition, on s'attendait pas forcément à quelque chose d'une telle ampleur, surtout si elle se rend elle-même au poste 8 jours après. En son absence, la serrure de chez elle a été changée au cas où, et des proches ont fouillé l'appartement. Martine est plutôt calme, et Isabelle quant à elle beaucoup plus expressive. Elle demande à s'entretenir avec un enquêteur en privé. L'histoire qu'Isabelle va lui raconter va débuter une enquête qui va mobiliser un grand nombre de policiers et d'experts. Alors j'ai un peu menti, parce qu'on a beaucoup d'images et de vidéos d'elle, mais Isabelle Eriksson c'est juste un pseudo, celui avec lequel elle a sorti son livre You Are Mine, Drugged and Held in a Secret Bunker. Bon, le titre spoil un peu la suite, effectivement. Isabelle, que je vais continuer à appeler comme ça, elle a 30 ans et elle a un petit chien de 7 mois prénommé Nelly. Elle aimerait bien, pourquoi pas, ouvrir un chenil après avoir quitté son taf actuel, dont je vais parler plus tard, mais je vous spoil pas. Martin, lui, est un médecin vivant à Karolinska en Scanie, province que j'ai située dans l'épisode précédent, c'est bien fait, hein. Il était bon à l'école et assez déterminé à réussir sa vie. Et à force de persévérance, il est entré dans l'université qu'il visait à la deuxième tentative, mais avec les meilleures notes. Niveau physique, c'est un homme assez maigre, mais il a fait du sport et il s'est entraîné avec la même conviction qu'il a mis dans ses études. Bah alors mon petit Martin, on a décidé de faire mieux que moi. Sur tous les points apparemment. Sauf que ça t'a pas suffi pour être heureux. Ouais, il semble que pendant ses études, il a eu une rupture très difficile et un de ses plus proches amis qui s'est suicidé. Martin lutte contre la dépression, la solitude et la haine de lui-même. Il est aussi complexé sur son physique à cause de plusieurs opérations qu'il a dû subir petit et qui ont défiguré son corps. Ça a brisé sa confiance en lui. Quelque chose me dit qu'il avait relativement peu de succès auprès de la gente féminine. Et c'est d'après lui-même profondément déprimé qu'il obtient son diplôme et part devenir médecin relais à Karolinska. D'après ce que j'ai compris, les médecins de relais bouchent les postes vacants dans les centres médicaux, en particulier dans les endroits très ruraux de Suède. Et c'est ainsi que Martin s'est acheté une ferme loin de tout, dans la forêt, sans voisin à Karolinska en 2008. Il a aussi été chasseur à Kiruna. Ouais, c'est petit la Suède. Et il passe son temps libre à escalader les rochers environnants et réparer sa maison. Ouais, il a la fâcheuse tendance de construire des bunkers à côté pour protéger sa famille au cas où. Des activités de loisirs qu'il avouera plus tard être un bon remède contre sa dépression et ses envies suicidaires, plutôt que d'aller voir un de ses confrères. La Scanie, c'est l'endroit que j'ai le plus envie de visiter en Suède. C'est le coin le plus chaud, assez typique et touristique. Il est donc courant que les locaux voient les Stockholmois les plus aisés y acheter des maisons de vacances qui passent leur temps à retaper. Et Martin ne fait pas exception à la règle. Ces dépressions successives ont atteint leur climax en 2014, donc juste avant notre affaire. Il raconte qu'il s'est isolé de plus en plus, en restant plusieurs jours dans son lit, se levant juste pour pisser et nourrir ses chats. Le crime apparaît alors comme la solution à son problème quand il réalise qu'il peut tout simplement enfermer une captive pour avoir une petite amie. Il passe alors 5 longues années à construire un bunker déguisé en salle des machines. Dans un premier temps, il a pensé à capturer une célébrité. Le mec a des goûts de luxe, mais il s'est rabattu sur une femme normale pour mettre son plan à exécution. C'est pas un homme mauvais, mais un homme rempli de haine de soi et d'autodestruction. Je n'ai jamais rencontré un homme avec une telle haine de lui-même. Ce n'est pas une excuse pour ce qu'il a fait ensuite,
mais c'est une explication. Le plan de Martin, c'est vraiment de se trouver une femme pour vivre avec lui dans le bunker et fourrer. Il va donc tout simplement fouiller dans un catalogue d'escorte pour trouver l'âme sœur. Et vous avez compris, il va donc avoir un coup de cœur pour Isabelle et donc échafauder un plan pour l'enlever. Alors, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Martin va alors la contacter sur son site et se présente alors comme un homme d'affaires américain travaillant à Londres dans l'achat et la revente d'actions. Il réserve donc un rendez-vous et prend le train vers Stockholm pour la rencontrer. Il fait une très bonne impression à Isabelle. Il est alors convenu qu'elle l'accompagne pour un dîner d'affaires quelques jours plus tard. Bon, en vrai, je me fous un peu de sa gueule, mais Martin, c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est pas ironique, hein. Bien qu'à sa place, j'aurais plutôt capturé une meuf vraiment au pif pour laisser le moins de traces possible. Le jour fatidique de l'enlèvement, il a préparé plusieurs masques, des faux papiers et fixe de fausses plaques à sa voiture, tantôt norvégienne, tantôt néerlandaise. En fait, il est surtout méfiant des différentes caméras qu'il peut y avoir sur les routes suédoises. Il va mettre quelques cadeaux dans un sac isotherme et une partie de son matériel de médecin dans une valise. Ouais, rappelez-vous qu'il est médecin et il va savoir mettre à profit ses compétences, vous allez voir. Alors fixé, quelques jours plus tard, il frappe à la porte d'Isabelle, vêtue très élégamment, parfait pour un dîner d'affaires. Très gentleman, il apporte même quelques cadeaux à sa dulcinée. Du champagne, du jus de fruits et des fraises enrobées de chocolat. Un grand généreux Martin. Il était si poli et gentil et a apporté avec lui un cadeau qu'il a décoré avec des fleurs qu'il a cueillies lui-même. J'étais vraiment ému et j'ai dit, comme c'est mignon de ta part. Ouais, parce que déjà, elle va être payée 4 fois le PIB du Tadjikistan pour qu'un riche flexe avec elle 4 heures. Et en plus, elle a des fraises, que demande le peuple. Elle commence donc à goûter quelques fraises avec Martine. Mais ce qu'elle n'a pas remarqué, c'est que certaines d'entre elles portent de discrètes marques d'encre noire sur les feuilles. Et c'est systématiquement celles que Martine lui donne. La jeune femme se sent alors perdre ses forces et s'endort dans les quelques minutes qui suivent. Quand elle se réveille le lendemain matin, Isabelle a 2 seringues dans le bras qu'elle retire tout de suite. Elle est dans un lieu inconnu. C'est une sorte d'abri ou de grange, c'est le bunker. Un lieu coupé de la lumière du jour et isolé phoniquement. Elle se lève et sent un sol froid, sec et poussiéreux sous ses pieds. C'est une petite pièce, pas confortable, éclairée par un néon, avec quelques meubles et un lit double qui occupent une grande partie de l'espace. Les toits étant tôles et plusieurs sacs de ciment sont encore au sol. Isabelle comprend alors qu'elle a été droguée et qu'elle est désormais enfermée avec son nouveau geôlier qui l'a amenée ici en chaise roulante. Et Nelly, le chien, a été emmenée elle aussi. Elle est sur le lit en train d'aboyer. Isabelle essaye de comprendre ce qui lui arrive et fait le lien avec l'affaire Joseph Fritzl aux États-Unis qui est très connue. Martin sera d'ailleurs surnommé le Joseph Fritzl suédois. Martin est face à elle, assis sur une chaise très calme et, pour la première fois, il lui parle dans un suédois parfait. Il lui dit qu'il va pas lui faire de mal et explique qu'elle a bien été capturée, même si elle a mis plus de temps à tomber inconsciente que prévu, et il va la garder pour quelques années. Il lui demande des précisions sur ce qu'elle veut manger, si elle désire avoir de quoi passer le temps, comme des livres. Puis, il lui explique comment va se dérouler sa nouvelle vie dans le bunker. Isabelle sera à partir de maintenant sa femme, elle devra cuisiner, s'occuper du ménage et 2 ou 3 fois par jour avoir des relations sexuelles avec lui. Le tout pas protégé, c'est tout ce qui fait le sel de la situation. Il a dit qu'il allait m'avoir là-bas pour plusieurs années. Puis j'ai paniqué et j'ai commencé à trembler de tout mon corps. Je ne savais pas ce qui arriverait. S'il devait me torturer, me tuer ou me violer. Je sais pas s'il était sérieux ou si c'était du bluff, mais Martin a bel et bien l'intention de capturer d'autres femmes pour remplir les autres pièces du bunker. Oui, car le bâtiment entier fait 60 mètres carrés. La moitié étant prévue pour y accueillir des femmes et l'autre pour des salles de torture. Je parle de ça très vite fait parce que j'ai rien d'autre qui mentionne que Marvin veuille torturer ses captives. C'était peut-être juste soit de l'humour très weird, soit une tentative de bluff. Cependant, je me suis rendu compte que mon script prenait une tournure macabre quand j'ai lu un paragraphe qui mentionne un contrat d'esclave sexuel pour 10 ans qui a été trouvé dans l'ordi de Martin. Ah, il y est écrit entre autres que l'esclave doit être filmé et doit écrire des lettres à ses proches. Super ambiance quand tu reçois ça. Il y a toutes sortes de détails et de clauses apparemment qui peuvent allonger ou réduire la peine de la captive si elle se comporte bien ou mal avec son geôlier. Par ailleurs, Martin a prélevé des échantillons de sang de Isabelle pour vérifier qu'elle n'avait pas démesté directement à son travail. Ah, le mec perd pas le nord. Les discussions avec Martin alternent entre bavardage quotidien et menaces. Il a par exemple dit qu'il tuerait Nelly si elle refusait de rentrer dans une boîte. Le temps passe dans le bunker et Isabelle décide de se mettre en mode survie. Elle demande des aliments sains à Martin pour rester en forme et entretient son corps en s'entraînant. Elle essaye de rester très calme en présence de Martin pour qu'il baisse sa garde au fil des jours, tout en restant très réservé et neutre pour ne pas qu'il tombe amoureux d'elle. Personnellement, à sa place, étant une ancienne escorte, j'aurais plutôt tenté la strate inverse. Elle peut quand même compter sur la présence de son chien Nelly pour la réconforter et elle se dit reconnaissante que Martin l'ait amenée avec. Et ça risque d'être long pour Isabelle qui est partie pour rester des années derrière des
d'épais murs de béton. Il est absolument impossible de sortir, les 3 portes successives sont solides et s'ouvrent avec un digicode dont seul Martin connaît la combinaison. D'après lui, c'est des portes blindées, les mêmes qu'on trouve dans les banques. Ce qui est assez rare, c'est que le bâtiment n'est pas en souterrain, d'après ce que j'ai compris, il est carrément dehors, qui ne l'empêche pas d'être insonorisé. Le bunker se compose de 3 pièces avec des toilettes, une salle de bain, un poêle, de quoi faire la cuisine et un lit, dans lequel son ravisseur oblige Isabelle à dormir avec lui. Mais juste dormir pour l'instant. Dans le bunker, le temps passe au ralenti et durant les quelques jours de captivité de Isabelle, il n'y a pas grand chose qui vient briser la monotonie du quotidien, même si une fois Martin lui a amené un frigo. Parfois la captive est autorisée à sortir et aller dans la maison de Martin pour prendre une douche, ou tout simplement sortir dehors. Une autre fois, son geôlier l'a amené dans sa cour avec son chien, histoire pour Isabelle et Nelly de se reposer. Évidemment, à ce moment-là, Isabelle est menottée et ne peut absolument rien faire pour se libérer, mais c'est déjà un grand soulagement de revoir la lumière du jour et sentir le vent. À une occasion, elle a même ramassé 2 clous rouillés par terre et elle a essayé d'attaquer Martin avec, mais celui-ci l'a attrapée par les poignets pour la maîtriser et la tentative s'est révélée être un échec. Martin a aussi une arme à feu sur lui et a déjà menacé de lui tirer dessus. Plus tard, les policiers découvriront qu'il s'agit d'une réplique d'excellente facture. Vous l'avez compris, Isabelle Erickson, la captive, sait qu'elle va rester longtemps captive dans le bunker en compagnie de son charmant geôlier. Mais pourtant, c'est pas ce qui va se passer et elle est très loin de se douter que son calvaire va prendre fin plus tôt que prévu. Ouais, le plan machiavélique de Martin va quand même pas tenir longtemps. Seulement 6 jours après l'enlèvement, Martin se rend à Stockholm pour assister à un concert avec son frère. Il profite de sa visite dans la capitale suédoise pour retourner dans l'ancien appartement d'Isabelle pour vérifier que tout est calme et récupérer ses affaires pour qu'elle se sente mieux dans le bunker. Mais quand il arrive sur les lieux, il va avoir une petite surprise car, souvenez-vous, la serrure a été changée. Sur la porte est inscrite une note de la police disant que le propriétaire de l'appartement doit se tourner vers eux pour obtenir les nouvelles clés. Quand il revient voir Isabelle, il a l'air beaucoup plus tendu que d'habitude et lui donne une enveloppe. C'est la lettre de la police qui dit qu'Isabelle est recherchée et que la serrure de chez elle a été changée. Martin lui propose donc de retourner à Stockholm. Martin est dans une situation délicate, étant donné qu'Isabelle est très recherchée et qu'il y a potentiellement un moyen de faire le lien avec lui, même si sa double vie était secrète. Et à ce moment-là, Martin va un peu prendre la confiance et il va donc faire le choix de se rendre directement à la police avec Isabelle dans la scène que je vous ai racontée au début. Mais pas n'importe comment. Il va essayer de faire croire aux enquêteurs que Isabelle a pas du tout été capturée. Bon, alors, spoiler, ça va pas marcher, donc après il va un peu changer de strat et essayer de réduire au plus possible ses implications, genre en disant que l'abri avait été conçu uniquement en cas d'urgence et que l'enlèvement n'était pas du tout prévu. Puis il va dire qu'il a plutôt bien traité sa captive, dans le but de réduire un maximum sa peine, mais on verra ça plus en détail dans la partie d'après. Apparemment, le plan c'est de raconter une version où Isabelle n'avait pas été kidnappée, alors je sais pas comment il compte faire ça. De toute façon, dès qu'Isabelle a pu parler, elle a complètement craqué et a tout lâché. Et aussi étrange que ça puisse paraître, l'ambiance pour aller au commissariat fut assez chill en vrai. Martin a beaucoup parlé, ils ont conduit à tour de rôle jusqu'à Stockholm et se sont arrêtés au Burger King pour manger. Ouais, manger au BK avec ton ravisseur, vraiment une ambiance étrange je suppose. Martin lui a dit en gros qu'elle a été très sympa et que si elle n'avait pas été aussi gentille, il l'aurait pas laissé partir. Alors je sais pas s'il a vraiment cru qu'elle allait raconter sa version à lui à la police, il vit pas dans le même monde que nous. Ils attendent donc la police 2 heures, car c'est des fonctionnaires, et c'est le début des emmerdes pour notre ravisseur. Enfin la phrase est bizarre parce qu'il m'a pas enlevé moi. La strat de Marvin fut de dire que tout allait bien pour récupérer les clés de l'appartement. Comme j'ai dit, il a été clairement trop confiant. J'ai pas beaucoup de détails sur ce qui s'est passé exactement, mais bon, en gros, à la fin de journée, il était en garde à vue. Voilà, il y a Martin à la plage, Martin à la ferme, Martin en zonzon. La version de Martin va être un peu débunk par le procureur, qui va pas du tout le croire, notamment grâce à des notes que Martin avait prises lui-même, et les membres du tribunal vont se rendre directement dans le bunker pour voir la situation du point de vue de la captive. L'idée, c'est de voir dans quelles conditions elle a été emprisonnée. Et ils vont en déduire que vu la façon dont le bunker a été construit, il est complètement impossible de s'échapper. Pour l'enlèvement et la séquestration, Martin va s'en tirer avec 10 ans de prison et des dommages et intérêts à verser. Heureusement pour lui, il n'a pas directement été violent avec Isabelle, genre il l'a pas frappé. Ce qui a participé à réduire un peu sa peine. Et rien ne permet de prouver qu'elle a été abusée. Il l'a pas fait par manque de temps avec les tests de sang, je pense. Mais Isabelle va faire appel de cette décision. Elle pense qu'il l'a fait pendant qu'elle était droguée.
Martin est aussi accusé de 2 autres enlèvements en Norvège et au Danemark, où les captifs ont potentiellement été emmenés en Suède. Mais là-dessus, il n'y a aucune preuve. Et plus tard, il y a eu l'appel, puisque les 2 camps en ont demandé un. La cour d'appel de Svea va, elle, beaucoup prendre en compte les troubles mentaux de Marvin, sa dépression, ses envies suicidaires, etc. Et la peine va donc être réduite à 8 ans. Alors Isabelle va être assez déçue de ça, évidemment. Bon, moi, je trouve que c'est déjà pas mal, si on considère que moi, il y a 8 ans, j'étais en train de bibi des cartes Pokémon à la récré, j'ai pété une porte quand quelqu'un m'en a volé une. Si on rentre un peu dans la tête de Martin, comme l'ont fait nombre de documentaires, on s'aperçoit sans surprise que c'est un mec chelou. Son avocate a dit plus tard que c'était un client extrêmement talentueux qui a pris une mauvaise décision. Pas méchant, mais avec un manque de capacité à comprendre ce que ressentent les autres êtres humains. Bon, la traduction est pas ouf. C'est une personne gravement perturbée, qui manque d'une grande partie de la capacité empathique, et qui a en général du mal à comprendre les relations sociales lorsque sa perversion monte en lui. Ensuite, il devient vraiment fou. Alors je sais pas si ça a été finalement fait, mais il devait être libéré en janvier 2021, aux 2/3 de sa peine. Alors du coup, si la décision a pas changé, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il est en liberté, quelque part en Suède. Quant à la maison, elle a trouvé des acquéreurs et a été vendue 75 000 €. Isabelle a donc plus tard sorti un livre sur l'affaire, je préfère le prononcer en anglais. Elle a fait pas mal de thérapie pour vaincre le traumatisme qu'elle a subi. Cette expérience lui a valu pas mal de flashbacks et de rêves dans lesquels elle est de retour dans sa prison avec Martin. Elle en sort changée, elle est devenue croyante et se considère comme une miraculée. Ce qui est pas faux parce que ça peut durer 10 ans ce genre d'affaire où le ravisseur est ultra déter et se fait un bunker. Isabelle a tout de suite arrêté son taf d'escorte, c'était un lifestyle qui lui convenait plus du tout. Elle profite de cette seconde chance et a dit qu'elle voulait se lancer dans des études en économie ou en entrepreneuriat. Cela m'a beaucoup changé. Avant, c'était de l'argent en grande quantité, rapide et beaucoup de voyages que je trouvais bons à l'époque, mais j'ai des valeurs complètement différentes après ça. Après l'incident, j'ai une vision complètement différente de la vie. Terrifiée par la sortie prochaine de Martin, elle a choisi d'apparaître dans les médias sous un nouveau nom, celui que j'utilise depuis le début. Malheureusement, Nelly, elle aussi, a été changée par la captivité. Elle est devenue très peureuse et agressive, et elle est morte un peu plus tard écrasée par une voiture. Et voilà, c'est tout pour cette affaire qui aurait pu beaucoup plus mal tourner. Elle a quand même eu de la chance dans son malheur. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram, ma chaîne secondaire, Discord, TikTok et feu mon compte Twitter qui a été hacké. Je vous retiens pas plus longtemps et je vous souhaite de passer une bonne soirée. Salut!